Miel Sauvage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce concept de miel sauvage? Alors le miel sauvage, c'est un projet qu'on a initié il y a 2 ans avec mon associé. On était en voyage en Martinique et on était en balade sur la montagne Pelée et on a découvert des ruches sur les flancs du volcan. On a goûté ce miel et on s'est rendu compte que le miel avait les couleurs de son environnement. À partir de ce moment-là, on a décidé de voyager à travers le monde pour rassembler des miels rares qui étaient eux aussi le reflet de leur territoire. Et on a proposé une gamme de 5 produits, 2 qui viennent de Martinique, un qui vient de France métropolitaine, Mexique et Andes, qui ont chacun un caractère, un tempérament qui les différencie les uns des autres. Et nous les avons rassemblés en racontant leur histoire. Voilà. Et justement, comment se fait la sélection, enfin les pays que tu sélectionnes pour te dire bon, je vais aller là pour récolter un miel qui a une histoire particulière, un terroir? Alors il y a différentes choses. D'abord c'est le hasard des rencontres. Il y a des gens qui sont des producteurs qui viennent à nous, qu'on croise lors de voyages. À d'autres moments c'est des légendes qui enrobent certains miels. Alors par exemple le miel de forêt d'Ardèche qui a été récolté dans des troncs de châtaigniers. C'est une vieille tradition ardéchoise et sévenole que de récolter le miel dans des troncs de châtaigniers. Et on avait eu vent de cette histoire et on a voulu en avoir le cœur net. Et donc on est allé en Ardèche pour chercher ce miel-là et on l'a trouvé. Donc voilà, parfois c'est aussi des voyages qui sont volontaires. D'accord. Et pour ces projets, quand tu pars en voyage, c'est avec une équipe, vous êtes combien à aller sur différents pays pour ces miels? Comment ça se passe par exemple quand vous décidez d'aller, je sais pas, en Martinique ou en Ardèche pour la récolte, comment ça se passe? Alors la plupart du temps c'est moi qui le fais, maintenant j'ai un associé. C'est à travers lui qu'on est allé en Martinique pour la première fois. On a tous les deux fait une formation d'apiculteur et on l'a fait dans des zones géographiques très différentes. Et donc on a chacun pu prospecter dans nos zones à nous. L'Ardèche par exemple c'est moi qui suis allé, la Martinique c'est lui qui y est resté. On a pu ensuite aller notamment au Mexique mais aussi au Maroc, en Inde. On a pris un certain nombre de photos lors de nos voyages aussi. L'objectif était d'apprendre l'apiculture. Et c'est dans le cadre de cet apprentissage qu'on a pu prospecter dans les zones de nos voyages. Et justement, quand tu vas en Inde, il y a un échange avec les apiculteurs sur place, vous apprenez les uns des autres. C'est l'essentiel du boulot. Ça, c'est ce qui est le plus fabuleux parce que quand tu es un gamin de la grande ville et que tu arrives chez un apiculteur marocain ou chez un apiculteur martiniquais, rien que le fait de gagner sa confiance demande déjà un certain savoir-faire, demande du temps. Et le fait de se plier à ce travail-là, cet apprentissage-là, c'est super intéressant, tu gagnes leur confiance et tu finis par travailler avec eux, ce qui est magnifique parce que c'est des... Pour être apiculteur, à partir d'un certain niveau, il faut être... alors ça demande un certain savoir technique, mais il faut être un peu chaman, il faut être un peu fou. Pour travailler avec les abeilles, ça demande un certain... calme, un tempérament assez... Un tempérament particulier, il faut être à la fois brutal et méditatif dans ta manière de t'en occuper. Faut pas avoir peur d'elles et toujours les craindre parce qu'elles ont toujours la capacité à te rappeler à l'ordre. La plupart des apiculteurs avec lesquels on travaillent à main nue et les abeilles les piquent pas, sauf de temps en temps quand ils font un geste brusque, quand leur énergie n'est pas stabilisée sur celle de la ruche, l'abeille va les piquer. Donc tu dois toujours avoir par rapport à l'abeille, c'est du vivant, donc tu dois toujours te positionner par rapport à elle. Oui, je regardais le petit fascicule et il y a des images extraordinaires, notamment là on peut voir par exemple des scènes assez acrobatiques que les apiculteurs font pour récolter le miel. Et c'est quelque chose, quand tu voyages, tu te prêtes à cet exercice aussi avec eux. Comment ça se passe? Ça m'est arrivé au Maroc, dans la vallée de l'Ourika, dans l'Atlas, où il y a un miel qui s'appelle le miel de Thuya. Ce sont des pins en fait qui poussent dans l'Atlas. Et il y a encore des chasseurs de miel dans la vallée de l'Ourika. Et on avait été avec eux à leur suite grimper dans les tuyas pour chercher le miel. Malheureusement, bon, là sur cette photo, ce sont des intouchables dans le Tamil Nadu qui vont chercher le miel en haut des falaises. Malheureusement, j'ai jamais encore eu l'occasion d'aller chercher le miel avec eux. J'en rêve. Alors maintenant, c'est très dangereux. Ça m'excite beaucoup. Faudra le faire un jour. Et tu parlais justement de ces personnes que tu rencontres au fil de tes voyages. Et c'est avec ces mêmes personnes que tu récoltes le miel. Enfin, tu parlais de travail de coopérative. Comment c'était mis en place justement? Alors on a ce projet qui a une dimension sociale.
l'apiculture a le potentiel de faire vivre énormément de populations rurales à travers le monde. Notre souhait est de leur permettre, à la fois en installant des ruches, en leur proposant une formation et en leur rachetant le miel, de créer à travers nos réseaux des boucles vertueuses qui leur permettent, eux, de vivre de cette récolte à plus grande échelle. Donc c'est un projet qui s'appelle le projet Sanctuaire. En fait, on choisit des environnements, comme on l'a fait par exemple avec la mangrove en Martinique. On choisit des écosystèmes, on installe des ruches, on forme un apiculteur sur place où on s'associe avec l'un d'entre eux, et ensuite on rachète le miel pour ensuite, voilà. Et combien dure la formation quand tu es sur place? J'imagine que ça se fait pas en une semaine. C'est un projet. L'idée c'est de trouver quelqu'un sur place, parce que nous-mêmes, nous on est des apiculteurs amateurs, ça fait notre 4e saison maintenant qu'on a des ruches, donc voilà, ça fait pas encore de nous des cracks. Et l'idée c'est de trouver un apiculteur sur place qui peut garder un œil sur la formation et qui peut garder un œil sur le rucher. Bah, là on les voit, les différents miels. Si tu peux nous les décrire un petit peu, leurs caractéristiques. Là tu parlais tout à l'heure du miel de Martinique justement. Voilà. Alors le premier miel qu'on a sélectionné, c'est la raison pour laquelle tous les autres sont venus par la suite. C'est le miel de Saint-Sacrement, qui a été récolté en Martinique, dans le nord de la Martinique, sur les flancs de la montagne Pelée, qui est le volcan à l'origine de l'île. La raison pour laquelle ce miel s'appelle Saint-Sacrement est assez étonnante. La fleur de Saint-Sacrement s'appelle en réalité l'héliocarpe, c'est son nom biologique. Mais en 1902, une grande éruption a détruit toutes les jungles autour de la montagne Pelée, y compris la ville de Saint-Pierre. Et la première fleur à avoir repoussé sur la cendre était une petite fleur blanche en forme de croix qui s'appelait l'héliocarpe et qu'ils ont renommé Saint-Sacrement. Donc c'est un nom de baptême. C'est un miel qui est très pur, on a presque 60% de pollen de nectar de Saint-Sacrement à l'intérieur. Et je vous invite à venir le goûter si vous le souhaitez. C'est un miel qui est très fruité, si vous avez... Je vous en prie. Alors il vient aussi de la Martinique. Voilà. Il vient aussi de la Martinique, mais pas de la même région de la Martinique. Il vient du Lamentin, sud-sud-est. Et qu'est-ce que tu peux nous décrire un peu ces notes aromatiques à ce miel? Alors le miel de Saint-Sacrement, c'est un miel qui est essentiellement fruité, c'est un miel qui est léger, explosif, avec des arômes de fruits exotiques confits. On va trouver de la goyave, de la mangue, beaucoup de douceur au début du palais, et puis un peu d'acidité qui vient à la fin, comme dans la pomme verte, fruit de la passion. C'est un miel qui reste longtemps en bouche, qui est très noble. Le miel de mangrove est différent, alors je vais vous montrer, parce qu'on fait un grand travail narratif et photographique autour de nos miels. L'objectif est de raconter le miel. Alors voilà l'aspect d'une mangrove, ça c'est un palétuvier. C'est l'arbre roi de la mangrove, c'est un arbre aux racines apparentes dans lesquelles beaucoup d'espèces marines viennent se reproduire. Le miel de mangrove est un miel assez ambigu parce que c'est un miel de forêt. Les abeilles vont butiner le palétuvier, le manglier blanc, l'ananas sauvage, mais elles se servent de l'eau de mer pour le confectionner. Donc on obtient un miel tannique, forestier, avec des notes d'iode et de sel, un miel sucré salé. Voilà. Attention, il coule un petit peu. C'est ce que j'ai vu un peu. Alors, il est en phase de cristallisation. Le miel, quand on le récolte, le Saint-Sacrement, c'était le cas aussi. Il est tout à fait liquide, comme de l'huile d'olive quand ça coule. Et en fonction de la température extérieure et des essences. Alors voilà, vous avez un miel qui est un peu plus tonique au niveau du goût, on va dire. Je vais en profiter pour le goûter aussi. Alors notre stand est à une dizaine de mètres sur la gauche. Vous allez trouver mon associé et mon équipe commerciale. Voilà. Et par exemple, là, donc, on a vu celui de la Martinique et celui d'Ardèche. Je sais qu'il y en avait un qui était de... Oui. Alors le miel de forêt d'Ardèche. Ouais. Au revoir, bonne journée. Le miel de forêt d'Ardèche a deux caractéristiques. La première, c'est d'être situé, d'avoir été récolté dans un rucher qui se trouve à une altitude intermédiaire entre les châtaigniers et les sapins. Ce qui fait qu'on retrouve les deux essences, qui sont en principe des essences antagonistes, au sein du même miel.
La seconde chose, c'est qu'il a été récolté dans des troncs de châtaigniers. C'est comme ça que l'apiculture a commencé dans le sud de la France. On estime 8000, 10 000 ans. Les hommes de l'époque avaient constaté que les abeilles s'installaient dans les troncs des châtaigniers. Ils ont donc reproduit leur état naturel en isolant les troncs des châtaigniers, en les vidant. Les abeilles sauvages sont venues s'y installer. Elles ont construit anarchiquement des rayons. Et c'est ce miel-là qu'on est allé chercher à la main et au couteau. Et c'est celui-ci. Je vous invite à le dégoûter. C'est impressionnant la manière dont c'est construit les ruches. La branche n'est pas fragile. Alors les abeilles s'installent toujours très près du tronc. Pas tant pour la fragilité de la branche, mais surtout pour éviter la pluie. Les abeilles sont très sensibles à l'eau. Pardon? J'ai jamais vu. Peut-être que c'est arrivé dans l'histoire de l'évolution. J'ai du mal à vous dire le contraire, mais moi j'ai jamais vu. Voilà, je vous invite à le goûter. C'est un miel qui n'a rien à voir avec les deux précédents, qui a des arômes de confiture de lait, crème de marron, nougat. Même au niveau de la texture. Alors, vous avez une autre texture, il y a de la mâche, on va dire, hein. C'est plus charnu. Et vous voyez même au niveau de la couleur, hein, la grande différence entre les miels. C'est très intéressant d'imaginer que le travail des abeilles consiste à visiter chaque fleur dans un périmètre de 10 km. Elles vont voir chaque fleur, dans chaque prairie, chaque arbre, chaque bosquet. Elles rassemblent les nectars de toutes ces fleurs et dans le secret de la ruche, elles en font une synthèse. Et donc le miel, c'est la synthèse de son environnement. C'est comme le reflet d'un paysage. Et ça s'exprime dans la texture, la couleur et évidemment dans la subtilité aromatique du goût. Et justement, il y a une question qu'a soulevée ma collègue. Si un apiculteur ne récolte pas le miel, qu'est-ce qu'il advient de ce miel? Il reste, il sèche, je sais pas du tout là. C'est une question qu'on s'est posée. Alors le rôle de l'apiculteur est assez ambigu lui aussi. Ouais. L'apiculteur est à la fois gardien d'abeilles et voleur de miel. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que l'abeille, à l'état naturel, produit du miel pour se nourrir l'hiver. C'est-à-dire qu'elle est en quasi, c'est une semi-hibernation. Et elle se sert du miel évidemment pour ses propres besoins nutritifs. Ce que fait l'apiculteur, parce que aussi l'objet de la ruche le lui permet, c'est que à un certain moment donné de la saison, quand la ruche est suffisamment puissante, il rajoute ce qu'on appelle une hausse, c'est une sorte de demi-ruche sur la ruche, et il empêche la reine d'y monter. D'accord. Ce qui fait que dans cette nouvelle partie de ruche, il n'y a pas de larves, pas de pondaison, pas de pollen, juste du miel. Il n'y a que les petites abeilles qui peuvent y aller. Les abeilles, tant qu'elles ont de l'espace, elles produisent. C'est des travailleuses, des travailleuses, des travailleuses. Et donc l'apiculteur, à la fin de la saison, vient récupérer le miel de la hausse. Et il laisse le miel du corps à la colonie pour qu'elle puisse passer l'hiver. Voilà. Donc voilà, en fait, les abeilles surproduisent, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles surproduisent pour la consommation de l'homme. Je connais très cette... Donc si tu viens pas leur prendre, elles le gardent. C'est ça que je l'en viens. Et justement avec ce miel, qu'est-ce que tu fais d'autre là? C'est à l'état brut, mais est-ce que tu produis d'autres choses comme des boissons, notamment la bière? Notamment la bière. Alors on s'est associé avec un brasseur du nord de la France, la brasserie des Sources, qui a fait 2 bières au miel magnifiques avec le miel d'oranger et le miel de forêt des Andes, avec des très petites quantités de miel à l'intérieur. Malheureusement, je ne les ai pas là en exposition. Oui, elles sont disponibles sur mon stand, en dégustation également. Maintenant, voilà, le paradoxe de notre démarche, c'est qu'on souhaite montrer que le miel se déguste à l'état brut, qu'il est bon d'en manger une cuillère le matin, une cuillère le soir. Maintenant, c'est aussi un produit idéal pour la cuisine. On a été longtemps au Maroc avec mon associé, où là-bas ils l'utilisent beaucoup comme un médicament. Ils n'ont pas du tout cette vision du miel sucrant, du miel condiment. C'est vraiment le miel médicament soignant. Parce que c'est antibactérien le miel, je le rappelle. Alors le miel a énormément de qualités d'abord nutritionnelles et aussi parapharmaceutique. Il est effectivement antibactérien, il est antioxydant. Voilà, il a de nombreuses vertus. Quand c'est du bon miel, évidemment. Évidemment quand c'est du miel pur. Il y a certains miels qui ont des vertus particulières. Le miel d'oranger par exemple est reconnu pour être bon contre la migraine, contre
contre le stress. Donc Parisiens stressés, n'hésitez pas à acquérir du miel d'oranger pour vos semaines de labeur. Voilà, chaque miel a ses propres caractéristiques. Par rapport à la gelée royale, justement, le miel. Alors la gelée royale, c'est la nourriture de la larve de la reine. C'est-à-dire que à la période de l'essaimage, c'est-à-dire au moment où la ruche va se diviser, donc à peu près en avril-mai, la colonie prévoit le départ de la reine et donc elle fait de nouvelles cellules qu'elle nourrit à la gelée royale et ces cellules grossissent, elles deviennent 5-6 fois plus grandes que les autres cellules et ce sont les cellules de reine. Et pour récolter de la gelée royale, il faut en fait la prélever à l'intérieur des cellules qui seront des futures larves de reine. En fait, il faut tuer les larves de reine pour être un peu plus trash. C'est un peu clair, un peu plus clair, ouais. Mais là, c'est ce qui fait la rareté de la gelée royale. Et la cherté. C'est ce qui fait aussi son prix. Maintenant, bon, à l'époque des chasseurs de miel, quand ils allaient chercher les ruches, ça c'est quelque chose que j'ai aussi vu au Maroc. Ils prennent tout dans la ruche. C'est-à-dire qu'en fait, ils détruisent la ruche. Ce que faisaient les chasseurs de miel avant la naissance de l'apiculture, donc il y a 12 000 ans. Ils allaient chez ce qu'ils font encore d'ailleurs les gourous au Népal ou dans le Tamil Nadu en Inde, ils détruisent la ruche. Et donc là t'as tout, t'as de la larve, t'as du pollen, tout qui vient avec quoi. La gelée royale, etc. Ouais, là. Merci beaucoup Arthur. C'était un vrai plaisir, merci pour votre accueil.